Bonjour. Quelle fièvre s'est donc emparée des campus universitaires? Aux États-Unis, comme ici en France ou en Europe, des étudiants occupent les locaux, souvent une infime minorité, mais qui suffit à bloquer les lieux d'enseignement et contraint les autorités à suivre un fil ténu entre liberté d'expression, maintien de l'ordre et prévention de tout dérapage antisémite. Car c'est de cela qu'il s'agit, le soutien à Gaza et à la cause palestinienne se mue en critique ouverte d'Israël jusqu'à l'hostilité envers les étudiants juifs. On posera la question tout au long de cette émission à Denis Charbit, professeur de sciences politiques à l'Université ouverte d'Israël, auteur entre autres de Qu'est-ce que le sionisme, édité en poche chez Albin Michel, et puis d'Israël et ses paradoxes aux éditions Cavalier Bleu. Mais d'abord, le mouvement s'étend en France, parti d'un lieu très symbolique, l'Institut d'études politiques ici à Paris, autrement dit Sciences Po, le temple des futures élites administratives, devenu le haut lieu de la contestation contre Israël. Les blocages gagnent à présent d'autres universités, comme à Montpellier. On voit ça en image avec Camilla Giudice pour France Télévisions. À leur tour, ces étudiants de l'université Paul Valéry bloquent l'accès à leur campus en soutien au peuple palestinien. Palestine vivra, Palestine vaincra. Les manifestants dénoncent les partenariats de leur faculté avec des établissements israéliens et se défendent de tout antisémitisme. Nous, on n'est pas antisémites, on est antisionistes, on est contre la colonisation, on est contre le massacre et l'apartheid qui dure depuis 70 ans pour l'apartheid et le massacre qui se passe à Gaza. Dans les universités françaises, le mouvement prend de l'ampleur. Les blocages se multiplient. Consigne a été passée aux instituts d'études politiques comme à Lille, où les étudiants bloquent aussi l'accès à l'école de journalisme et défendent ce mode d'action. On fait ça parce que c'est urgent, parce qu'on doit le faire. Là, c'est plus possible, ça fait des mois que ça dure. Et on est là pour dire, bah non, justement, on arrête tout. On bloque même nos lieux d'études parce qu'il faut agir maintenant. À Sciences Po Paris, d'où est parti le mouvement, la direction a organisé un débat entre étudiants, professeurs et salariés pour tenter d'apaiser les esprits. Ça a été un débat dur, avec des prises de position assez claires, beaucoup d'émotions. Et donc, j'aspire maintenant à ce que chacun retrouve le calme, qu'on soit tous toujours dans le dialogue et qu'on veille surtout les uns les autres à assurer dans les mêmes conditions les examens. Vous connaissez bien la situation à Sciences Po pour y avoir enseigné. Denis Charbit, vous êtes surpris par la tournure qu'a pris la mobilisation en faveur de la cause palestinienne? Oui, je suis surpris parce que ça a pris une ampleur énorme. En même temps, j'essaye d'être vraiment attentif aux événements, de ne pas avoir de jugements de valeur comme ça, unilatéraux. Et je dirais que c'est vrai, c'est un conflit quand même qui dure depuis 6 mois. La particularité du conflit israélo-palestinien, à part la première guerre en 48-49, c'était que ça durait 3 semaines, 1 mois, donc on n'avait pas le temps de se mobiliser. Là, sur 6 mois, c'est vrai que ça justifie peut-être ces mobilisations. Ce qui est peut-être plus inquiétant, c'est le caractère radical, non pas de l'identification à la cause palestinienne, mais je dirais à l'hostilité à Israël. Vous en avez été témoin, vous, de cette radicalité, en allant d'ailleurs à Sciences Po Menton, expliquez-nous. Oui, tout à fait. J'ai été invité, professeur invité à Sciences Po Menton. J'ai donné un cours. Alors, à l'intérieur des classes, ça se passe très bien, précisément parce que, voilà, un cours, c'est 2 fois 12 heures, donc 24 heures. Vous avez le temps de, effectivement, entendre toutes les positions, toutes les approches, tous les faits. Quand on est dans la manifestation, on est dans l'indignation, on est dans le slogan et on est dans une radicalité, alors qui est peut-être propre à la jeunesse, sentiment voilà, de la contestation, on a tout compris, vous n'avez rien compris. Et ce qui est peut-être surtout pour moi le plus effrayant, vous savez, qu'on s'en prenne à Israël, c'est pas la première fois, même si ça a beaucoup surpris les Israéliens, mais le plus insupportable, c'est que des étudiants juifs, peut-être non juifs, qui soutiennent Israël, pas forcément la guerre, pas forcément Netanyahou, d'ailleurs en général, ni la guerre ni Netanyahou, mais qui soutiennent l'existence d'Israël. Le droit à l'existence d'Israël. Voilà, eh bien, se sont retrouvés ostracisés, mis de côté, mal vus, stigmatisés. Et ça, je veux dire, c'est pénible parce que là, on a le droit quand même de soutenir Israël, même si ce n'est pas la cause aujourd'hui la plus populaire. Pour mettre un terme à l'occupation des locaux, la direction a dû se résoudre à suspendre les procédures disciplinaires engagées envers les étudiants depuis le 17 avril, à accepter aussi la tenue d'un débat avec les étudiants qui condamnent les fameux partenariats avec Israël. Ce faisant, on leur a trop cédé, d'après vous? Écoutez, je ne vais pas me mettre à la place, je ne suis pas à la tête d'une institution.
Non, mais vous travaillez vous-même dans le milieu universitaire. Je travaille dans ce milieu universitaire. Vous savez, à partir du moment où on acceptait le principe d'une assemblée générale, il était fatal que tout soit discuté. Il est vrai que la direction a estimé qu'il valait mieux peut-être crever le ballon, crever la baudruche en disant exprimez toutes vos doléances, et puis nous, on fera notre travail. Et je dirais que on peut éventuellement émettre une critique sur le fait que la discussion, la remise en cause des partenariats ait été discutée. En revanche, je n'avais mais aucun doute sur le fait que Sciences Po n'allait pas remettre en cause ces partenariats, à la fois par cohérence, parce qu'elle a des partenariats avec la Chine, avec la Russie, ceux-là ont été gelés, mais enfin avec beaucoup de pays qui ne sont pas absolument exemplaires en matière de droits de l'homme, et puis que la coopération universitaire, il faut bien comprendre ce que c'est que les universités en Israël, sont quand même, je dirais, les bastions de la résistance. Oui, ils ne sont pas les hauts lieux du pouvoir. Donc commencer avec l'université, non, certainement pas. Un mouvement qu'on a d'abord observé aux États-Unis. Des centaines d'étudiants américains ont ainsi occupé le campus de Columbia avant d'en être délogés à 2 reprises déjà par la police, tout comme en Californie à UCLA. Au cœur de la nuit, le campus de l'université de Los Angeles se transforme en champ de bataille. D'un côté, des militants pro-palestiniens qui occupent le campus depuis plusieurs jours. De l'autre, des activistes pro-israéliens prêts à en découdre. Les affrontements ont duré près de 2 heures. Plusieurs personnes ont été blessées. Quelques heures plus tôt à New York, la police est intervenue dans ce bâtiment occupé de l'université de Columbia, utilisant ce camion passerelle pour pénétrer dans les étages. Ce mouvement a pris de l'ampleur au cours des dernières semaines avec l'installation de campements pro-palestiniens au cœur des campus. Des milliers d'étudiants réclament que leur université coupe les ponts avec Israël et ils dénoncent l'envoi de policiers pour les déloger. C'est une violation de notre liberté d'expression. On a vu dans le pays des manifestants pacifiques être attaqués, frappés, couverts de gaz lacrymogène. Des manifestants parfois accusés de menacer ou d'intimider les étudiants juifs, comme ici à Los Angeles, où ce jeune homme affirme qu'on ne le laisse pas accéder à sa salle de cours en raison de sa religion. Je veux juste passer. Je mets les mains en l'air pour montrer que je ne blesse personne. Regardez ce qu'ils font. Vous faites la promotion de la violence et de la haine. Certaines universités ont commencé à prononcer des exclusions définitives pour tenter de ramener le calme sur leur campus. Denis Charvit, vous ne craignez pas que les interventions policières ne fassent que renforcer l'hostilité envers Israël d'une partie du monde étudiant ? Non, je dirais que le monde étudiant, enfin ceux qui sont déjà favorables à la cause palestinienne, pour eux, ils font feu de tout bois. Attendez, on voit bien, ce ne sont pas des manifestations autorisées, voilà, on veut défiler de telle heure à telle heure pour exprimer notre soutien, notre solidarité avec le peuple palestinien dans cette guerre effroyable qu'ils subissent. Quel est le problème? Pourquoi une université s'y opposerait? Elle ne s'y oppose pas. Exprimez votre doléance, vos griefs. On voit bien que derrière derrière ce qui apparaît comme une attitude morale, on veut exprimer notre solidarité à un moment difficile de l'histoire des Palestiniens, une revendication politique, mettez fin à vos partenariats. On est où là? De quoi on parle? C'est pas du tout. Pour moi, il y a rupture entre les deux revendications. Vous ne comprenez pas que ceux qui manifestent ciblent ces échanges universitaires? Non, je ne le comprends pas, encore une fois, parce que, vous savez, en matière de conflit israélo-palestinien, la contribution la plus éminente pour justement sortir des narratifs idéologiques, c'était l'historiographie israélienne. Que d'ailleurs, souvent, ils le reprennent à leur compte en disant « oui, il y a tel historien et tel autre ». Alors, c'est cela que vous voulez boycotter? Pourquoi commencer par la connaissance? Pourquoi commencer par les arts? Pourquoi ou par le sport? Je veux dire, il y a des activités autonomes qu'il faut respecter dans leur autonomie. Après, ça aurait été je vais aller très loin. Manifestation pour réclamer l'arrêt de l'envoi d'armement à Israël. Je peux l'entendre. Là, il y a quelque chose de logique. Mais pour empêcher qu'un jeune Israélien puisse étudier à Columbia, pour empêcher qu'un colloque se tienne en Israël. Je veux dire, il y a quelque chose il y a un décalage énorme, et c'est là où on sent qu'il y a une manipulation politique. Vous dites que ces occupations créent un climat d'hostilité envers les étudiants de confession juive, à raison de leur confession?
Non, pas à raison de leur confession. Ils sont juifs, donc la plupart d'entre eux, pas tous d'ailleurs, ils aiment bien aussi arborer leurs étudiants juifs hostiles à Israël ou même antisionistes, mais le fait est que exprimer un soutien à Israël est devenu quelque chose d'insupportable. Donc ils réclament le droit à la liberté d'expression, mais ce qui est terrible ici, c'est qu'ils assignent les étudiants juifs comme étant juifs et donc soutenant l'État d'Israël. Par défaut, sauf à exprimer une opinion inverse. Exactement. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent les bons... C'est vraiment une distinction entre les bons juifs et les mauvais juifs. C'est-à-dire que même un juif indifférent, pour eux, il est... Et alors attendez, l'expression c'est complice du génocide. On ne va pas parler de génocide maintenant, mais complice, en quoi un juif de France ou des États-Unis est-il complice de quoi que ce soit sous prétexte qu'il a pour ce pays une certaine... un soutien, une adhésion... Pas forcément à la guerre. Il faut bien comprendre, toutes les organisations juives, elles ne sont pas là en train de manifester pour la guerre et pour le génocide des Palestiniens. Elles disent, nous on apprécie Israël et on n'a pas le droit d'être mis sur la sellette, mis au pilori à cause de ce soutien-là. Et comme ça vise essentiellement des étudiants juifs, là on se demande si ce n'est pas une manière de cibler les gens pour leur assignation à cause de leur identité. Ces manifestations, elles obligent en tout cas à une présence policière inédite à Columbia. Où vous vous trouvez pour France 24, Sarah Andersen? C'est ici que le mouvement étudiant a commencé, à Columbia, au nord de Manhattan. Et après 2 semaines agitées, l'université a demandé aux forces de l'ordre de maintenir une présence sur le campus jusqu'au 17 mai. Les examens finaux, eux, se déroulent entièrement en ligne. En fait, l'université n'avait plus le choix, a affirmé la présidente de Columbia. Et cela intervient après une opération de la police menée pour déloger les manifestants qui occupaient l'esplanade du campus ainsi qu'un bâtiment universitaire, le Hamilton Hall. Alors pour autant, les manifestations se poursuivent désormais à l'extérieur du campus et surtout, elles se sont propagées à travers tout le pays, du MIT à Yale en passant par UCLA. Et en 2 semaines, plus de 2000 personnes ont été arrêtées selon un décompte du New York Times. Alors résultat, Joe Biden est sorti de son silence avec un rappel à l'ordre pour le président américain. Il existe un droit à manifester, pas un droit à provoquer le chaos. Et en lui demandant si les manifestations lui feraient infléchir sa politique étrangère, c'est non, a répondu Joe Biden. Denis Charbit, vous vous attendiez à ce que les États-Unis, soutien historique d'Israël, soient traversés par ce courant de solidarité envers le peuple palestinien après les attentats du 7 octobre? Je crois, vous avez exactement mis le doigt sur ce qui est sans doute le plus choquant. Je vais le dire encore une fois dans une tentative de ma part d'entendre quelque chose d'authentique et d'audible dans ces revendications des étudiants favorables à la cause palestinienne aux États-Unis ou en France. Si elles avaient commencé il y a 3 semaines, 1 mois, quand on a commencé à publier des chiffres 20 000, 25 000, 30 000, j'aurais pu dire, c'est vrai que c'est un chiffre sans précédent, même dans l'histoire du conflit israélo-palestinien. Jamais l'État d'Israël n'a abattu autant de civils dans une guerre. Donc j'aurais dit, oui, c'est une émotion, on peut le comprendre, il faut comprendre cette solidarité-là. Non, ça a commencé au lendemain du 7 octobre. Et c'est pour ça qu'en Israël, on est totalement, je dirais, sourd à ces protestations-là et on n'y voit qu'une manifestation d'antisionisme et d'antisémitisme parce que, précisément, elles ont commencé au lendemain du 7 octobre alors que tous en Israël pensaient, quelles que soient les opinions, tous pensaient qu'il y allait avoir une sorte d'examen de conscience parmi les soutiens à la cause palestinienne pour dire la cause reste juste, ils ont droit à un État, mais pas après, avec un massacre pareil, ça demande à faire réfléchir. Vous y avez vu comme un encouragement au Hamas? Exactement, comme un encouragement au Hamas et comme, finalement, le fait que dans la conscience de ces étudiants, Israël, c'est le mal. Et quand on commence à dire Israël, et de manière pas conjoncturelle, c'est pas je m'oppose à la guerre, et on a le droit de s'opposer à une guerre, on a le droit de condamner Israël pour la guerre qu'elle mène et la manière dont elle mène. Mais quand et là c'est conjoncturel, un jour la guerre va s'arrêter, mais quand c'est systématique et quand c'est une assimilation d'Israël au pire, comment voudriez-vous qu'on ne convoque pas la question, en tout cas, du rapport avec l'antisémitisme? Il faut dire, Denis Charbit, qu'on est en année électorale aux États-Unis. L'élection présidentielle est dans 6 mois. Chacun a bien conscience que la personne qui dirigera les États-Unis aura un rôle éminent à jouer au Proche-Orient et dans l'avenir, en particulier de Gaza et d'Israël. Pas étonnant dans ces conditions tout de même que les étudiants cherchent à interpeller l'opinion publique américaine. Alors là, pour moi, voilà. Moi, je fais de la science politique. Donc, quand il y a un comportement politique, ces manifestations-là, on ne peut pas ne pas se poser la question des conséquences éventuelles. Alors, on fait une manifestation au nom de la solidarité avec le peuple palestinien, très bien, mais dont les conséquences
pourrait être que Trump demain devienne président des États-Unis à cause du chaos qui règne. Même chose en France. On fait, au nom de la cause palestinienne, la solidarité. Pour qui ça roule? Il ne le pense pas, il n'y pense pas. Ou peut-être que même volontairement, il le souhaite. C'est le Rassemblement national. C'est-à-dire que... et alors, pour moi, le plus absurde, c'est que la plupart d'entre eux sont des étudiants, c'est pas en physique et en chimie et en médecine, sont des étudiants en sciences politiques, et ils ne voient pas qu'ils sont en train de faire le lit, ou alors, à moins qu'ils veuillent le chaos. Et je me demande si pour des partis politiques qui sont derrière eux, c'est pas le chaos qu'ils souhaitent. Mais en tout cas, et dernier point peut-être, le fait qu'à 1 mois des européennes, à 6 mois des présidentielles aux États-Unis, on n'arrive pas à mobiliser ni les Américains, ni les Français, ou les étudiants en particulier, sur des causes qui touchent à l'immédiat, mais sur une cause qui reste quand même, qu'on le veuille ou non, un peu lointaine, même si, encore une fois, je ne mets pas en cause le fait de pouvoir exprimer sa solidarité avec les Palestiniens. Il y a de quoi se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont compris à la politique? Qu'est-ce que ça veut dire de la société française et de la société américaine si, pour mobiliser les étudiants, il n'y a que la cause palestinienne? Je trouve que ça veut dire qu'il y a un vide politique assez grave, et au-delà de... Israël s'en sortira, hein, ils vont pas... Israël ne va pas s'effondrer à cause de ces manifestations. Mais cela dit quelque chose d'une radicalité dont on peut se demander si elle ne cherche pas le chaos, finalement. À l'occasion de ces mobilisations, notamment à Sciences Po, on a vu ressurgir un symbole. Beaucoup de ces manifestants arboraient des mains rouges. Qu'est-ce que cela signifie, Maya Naïs-Yatagan ? Eh bien, l'image dont vous parlez, la voici, les mains ensanglantées pour symboliser, selon les étudiants de Sciences Po, le sang des Palestiniens qu'aurait sur les mains le gouvernement israélien. Sauf que très rapidement, ces images à Sciences Po sont sur les réseaux sociaux comparées à celles que vous voyez en haut, une image qui date du 12 octobre 2000 à Ramallah. C'est au début de la deuxième intifada. 2 réservistes israéliens sont arrêtés à Ramallah, la foule va s'introduire dans le commissariat où ils se trouvent et la suite, l'horrible suite, va nous être décrite, expliquée par le dessinateur Johan Sfar dans un post qu'il a mis sur Instagram. Les corps seront démembrés, pendus et brûlés avant d'être traînés jusqu'au centre de la ville. Arborer ce symbole aujourd'hui, nous dit Johan Sfar, c'est un appel au massacre. Pour lui, cette scène, ces symboles de mains ensanglantées, tout Israélien, tout Palestinien pense à cette image, à la fenêtre du commissariat avec le meurtrier qui se réjouit d'avoir tué des réservistes israéliens. Alors que disent les étudiants? La défense de ces étudiants de Sciences Po, c'est d'expliquer qu'ils n'avaient pas connaissance de cette scène, que ce n'était pas une image qui parle à leur génération. Nous avions seulement, disent-ils, la référence des mains rouges utilisées dans d'autres manifestations. Et en effet, ce symbole a été utilisé par Black Lives Matter, mais pas seulement, aussi par les écologistes de Extinction Rébellion depuis le 7 octobre. Cette image de ce symbole a aussi été utilisée en soutien à Gaza, mais aussi par les familles d'otages enlevés par le Hamas le 7 octobre, contre Netanyahou donc. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce symbole de main ensanglantée, il a été utilisé par notamment des artistes lors de la cérémonie des Oscars et ça a déjà créé la polémique. Ça a créé la polémique en mars dernier auprès des Israéliens. Eh oui, Denis Charbit. Idem du slogan « From the river to the sea », de la rivière à la mer, ce qu'il emploie, à l'instar de la candidate insoumise Rima Hassan, aspire à une Palestine de la Méditerranée au Jourdain et donc débarrassée de l'existence même d'Israël. C'est cela qu'il faut comprendre. Ah ben, on ne peut pas comprendre autrement. Parce que ceux qui prônent, parmi les pro-palestiniens, ceux qui prônent l'État binational, il y a un drapeau de l'État binational, il a déjà été dessiné. C'est les 2 bandes bleues de l'État d'Israël et l'étoile de David dessinée aux couleurs de l'État palestinien. C'est ça l'État binational, c'est l'État dans lequel il y a des Juifs et des Arabes. Un drapeau de Palestine, from the river to the sea, désolé, on ne peut pas l'interpréter autrement que comme l'idée qu'il faut se débarrasser, non seulement de l'État d'Israël, mais de se débarrasser des Juifs. Alors, ce n'est pas dit explicitement, comme on le disait dans les années 50 et 60, dans le mouvement palestinien, Choukeri et puis ensuite Arafat, mais c'est clair que, et ça aussi, ça fait partie, je dirais, de la régression. On mettait quand même tous sur une solution ou à 2 États, voire binational. Binational, j'entends bien, il y a 2 nations, une nation juive et une nation palestinienne. Le symbole du drapeau From the River to the Sea, ça veut dire ce n'est que Free Palestine, Free Palestine. Et donc là, il faut, je ne peux... D'ailleurs, aucune... Là, on a une explication qui pouvait être plus ou moins convaincante sur les mains, on les a utilisées dans d'autres manifestations, y compris en Israël. Très bien, je l'entends.
Moi, ce qui m'importe, c'est de savoir s'ils vont arrêter de le faire à partir de maintenant. Ça, c'est le premier connaissance point. de cause. En connaissance de cause. Et là, pour From the River to the Sea, j'attends encore l'explication comment j'ai, moi, ma place dans ce pays-là, aux couleurs de l'État de Palestine. Alors, qu'en pense-t-on de ces manifestations en Israël, alors qu'une partie de la population manifeste là aussi, mais pour obtenir la libération de la centaine d'otages encore détenus à Gaza, Pauline Godard? Beaucoup ici en Israël ne comprennent pas comment c'est possible. Pour certains, c'est le choc et la consternation. Nous avons parlé avec Marla. Elle vit en Israël depuis 50 ans. Elle a grandi aux États-Unis. Elle nous a confié qu'elle n'imaginait pas que cela puisse arriver aux États-Unis, car pour elle et de nombreux Juifs, ce pays était l'endroit le plus sûr pour les Juifs. D'autres nous ont expliqué qu'ils comprenaient bien sûr que des étudiants soutiennent la cause palestinienne, mais pas le Hamas, après ce qu'il a fait le 7 octobre. Pour Ori, 25 ans, étudiants à l'université hébraïque de Jérusalem, c'est leur droit de manifester à partir du moment où il n'y a pas de violence. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions, mais tu ne peux pas protester contre la violence et commettre des actes de violence, nous a-t-il confié. Selon lui, le problème vient également des réseaux sociaux. Les jeunes, nous a-t-il dit, s'informent essentiellement à travers ces réseaux, alors que les informations divulguées ne sont pas forcément exactes. Ces jeunes sont d'ailleurs moqués dans des émissions satiriques israéliennes pour leur manque de connaissances sur le sujet. Denis Charbit, il est faux de dire que la population israélienne est indifférente au sort des Gazaouis? Je serai après-demain en Israël, donc je pourrai m'en rendre compte sur place. Mais... Enfin, on peut dire que vous y vivez le reste de l'année. Ah oui, bien entendu. Non, de manière générale, il y a toujours une partie de la population israélienne qui a toujours s'est montrée sensible aux droits des Palestiniens, un État, conscient de l'injustice, même s'ils y avaient contribué par les différentes tentatives de négociation qui avaient malheureusement échoué. Mais il y avait une partie. C'est vrai que le 7 octobre, le massacre du 7 octobre, le massacre de masse du 7 octobre a en quelque sorte tué, et beaucoup d'ailleurs me l'ont dit, pas de gaieté de cœur en me disant, là actuellement, j'ai pas d'empathie pour le peuple palestinien. Après, je sais qu'il souffre, je sais qu'il mord, je sais que c'est dur, mais là, je n'ai pas de place parce que ce qui s'est passé dans les universités, ce qu'on entend venir du monde entier, au lieu qu'on en sorte, allez, avec une vision complexe, nuancée, partagée. Regardez d'un côté un massacre de masse, de l'autre côté une riposte israélienne excessive. Au lieu que le jugement soit précisément parce qu'on est à l'extérieur, donc on peut être détaché, qu'on ait plus d'empathie pour l'un que pour l'autre, très bien. Mais ce choix manichéen de dire il y a les bons, les méchants, il y a les bourreaux, les victimes, ça, c'est quelque chose qui ne passe pas. Et c'est vrai que je dirais que c'est peut-être ça. Et je dirais plus grave que les étudiants français ou américains. Moi, ce qui m'inquiète comme citoyen israélien, c'est comment je vais trouver la population palestinienne. Sera-t-elle prête au dialogue? Comment je vais trouver mes concitoyens juifs israéliens? Seront-ils prêts au dialogue? Ça devrait être ça l'enjeu des étudiants de Sciences Po en France. Ça devrait être ça l'enjeu des étudiants à Columbia. Et pour moi, je suis désemparé, désarmé. Moi, j'ai toujours travaillé, je continue de travailler pour cette réconciliation. Et on est en train de nous envoyer une représentation manichéenne qui est, qu'on le veuille ou non, la continuation de la guerre par d'autres moyens. Saboter la possibilité du dialogue. En tout cas, ces manifestations d'étudiants sont souvent comparées à l'occupation des campus au moment de la guerre du Vietnam. Retour sur ces événements, des images qui datent de 1967. Pour la première fois s'est déroulée aux États-Unis une marche de protestation massive contre la guerre au Vietnam, à laquelle s'étaient jointes les organisations antiségrégationnistes noires. À Chicago, à Washington et surtout à New York, les pacifistes sont descendus dans la rue en arborant le drapeau du Viet Cong. Plusieurs jeunes Américains ont brûlé leur livret militaire devant quelques 150 000 manifestants qui ont entendu ensuite plusieurs orateurs, dont le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, réclamer devant le siège des Nations Unies l'arrêt des bombardements sur le Nord-Vietnam et l'ouverture immédiate de négociations. Denis Charbit, on a beaucoup dit à l'époque que si le mouvement a pris, c'est parce qu'il y avait une convergence des luttes entre cette jeunesse
pacifiste, nourri d'idéaux libertaires et la lutte pour les droits civiques de la minorité noire, comme on vient de le voir avec Martin Luther King. Vous voyez une même convergence aujourd'hui entre ce qu'on appelle le mouvement de woke, de la cancel culture décoloniale et le soutien au peuple palestinien. Oui, je pense qu'ici, il y a un lien qui peut être fait. Ce qu'il y a, c'est que c'est beaucoup moins en prise sur la société. Là, les Américains, ils manifestaient pour qu'ils ne puissent éviter le service militaire, d'être engagés dans cette guerre qu'ils considéraient comme ça. Et à cet égard, ça n'a pas de rapport. Je veux dire, les Américains, certes, soutiennent Israël, ce n'est pas les Américains qui font la guerre actuellement à Gaza. Et puis, il y a quand même autre chose, c'est que dans toutes ces luttes-là, l'Algérie française, la présence américaine au Vietnam, quel était l'objectif? L'objectif, c'était que la France revienne en France, les Américains reviennent aux États-Unis. Quand c'est from the river to the sea, où faut-il revenir? Faut-il revenir en Algérie, dans mon cas, en Pologne et à la Palestine mandataire. Voilà. Et ça, c'est ça qui est, je dirais... Donc, il y a un marqueur générationnel, très clairement. Mais là, il parlait de causes qui étaient directement des causes américaines. La guerre au Vietnam, ça concernait les Américains. Les inégalités civiques, ça concernait directement les Américains. Là, on se projette sur une cause extérieure qui mérite d'être soutenue. Il ne s'agit pas ici de condamner qui que ce soit parce qu'il exprime un soutien, une solidarité. Mais c'est la forme que cela prend, et je dirais une forme qui tourne au camp. On n'occupait pas les universités. Les universités étaient, je dirais, le soutien principal de ces luttes. Et là, je crois qu'il y a une inversion. Et là aussi, les conséquences vont être dures. On va radicaliser un peu plus les Palestiniens. On va radicaliser à droite un peu plus les Israéliens. Et surtout, en France et aux États-Unis, les conséquences pourront être... Et ce seront les premiers à le déplorer, à moins qu'ils veuillent le chaos. Merci beaucoup, Denis Charbit, d'avoir été notre invité. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet, france24.com. Et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour Le Monde dans tous ses états.